Les mains dans le dos et un bandeau sur les yeux avec les coups. C'est ça le problème. C'est soit tout le monde, soit personne. Ou alors, la solution la plus raisonnable, qui consiste à respecter des normes qui soient quand même raisonnables. Parce que c'est pas raisonnable. Bon, voilà, la sécurité alimentaire. Et à ce moment-là, qu'on protège nos frontières. Et qu'il soit clairement indiqué, que les Français soient clairement au courant de ce qui est de la production française, qu'on fasse bénéficier la production française d'une priorité, notamment dans les cantines scolaires, les centres d'agriculture, les cantines d'administration, les collectivités territoriales, etc. On crée un label, je vais dire, clairement établi, pour que, au moins, je veux dire, on ait un avantage de protection et que la sécurité qui soit exigée apporte un bénéfice quand même à ceux qui se soumettent à ces exigences de sécurité. Vous avez les Anglais avec le Commonwealth, ils font rentrer leur bouton de Nouvelle-Zélande par la terminale du Commonwealth, ils les déposent en Angleterre et après ils les font rentrer dans la communauté européenne. Voilà. Ça c'est ce qu'ils appellent le buy plutôt que le made in. Voilà. Donc c'est vrai que bon. Situation. Nous faisons depuis de nombreuses années un constat qui m'apparaît de plus en plus juste sur la situation de l'agriculture et sur la situation des agriculteurs. L'objectif de notre projet est de redresser l'agriculture par une politique agricole française ambitieuse et protectrice. Les chiffres qui sont délivrés par l'INSEE sont effectivement très inquiétants, sur notamment le niveau du revenu agricole français qui n'a augmenté en moyenne en 15 ans, hein, donc de 1995 à 2010, que de 7,4% au total, soit 0,49% par an. Lorsque l'on voit la vitesse avec laquelle a augmenté tout le reste, on comprend effectivement que les agriculteurs sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, au bord de l'asphyxie. 2 années très difficiles, hein, ça a été 2008, ça a été une chute de 13%, et 2009 avec une chute de près de 20%. Il y a eu un redressement cette année, mais l'on voit lorsque l'on regarde les chiffres que les résultats sont extrêmement fragiles et que les signaux sont extrêmement inquiétants. On assiste sans discontinuer à une chute du nombre d'exploitations et il faut admettre aujourd'hui que les aléas du marché mondial et l'ampleur des variations fragilisent évidemment beaucoup la projection dans l'avenir et donc la transmission de l'exploitation. Il faut être un super héros aujourd'hui pour envisager soit de reprendre une exploitation agricole, soit même d'en monter une. Alors, nous pensons qu'on n'échappera pas à une concertation mondiale entre les principales puissances agricoles pour lutter d'abord contre la spéculation sur les denrées alimentaires. Parce que cette spéculation ne sert que les intérêts, évidemment, de quelques grands spéculateurs, mais elle crée une incertitude qui, parfois, peut bénéficier aux agriculteurs, mais parfois peut leur être mortelle. L'agriculture est une activité de long terme qui a besoin au maximum de sécurisation. Et il est sûr que le modèle économique dans lequel nous ont plongé les spéculateurs rendent toute activité quasiment impossible à envisager à moyen terme ou à long terme. Alors, le projet qui est le nôtre, et sur lequel nous aurons à discuter tout à l'heure, est fondé sur 3 grands principes. Le premier, c'est se défaire de la PAC. Voilà. Cette PAC qui a été présentée aux agriculteurs quasiment comme un cadeau. Les agriculteurs devaient chaque jour se prosterner devant l'Union européenne pour remercier l'Union européenne des aides qu'ils pouvaient toucher. La réalité, évidemment, est tout autre. C'est que c'est notre argent, c'est votre argent qui est reversé à l'agriculture dans des conditions de plus en plus tatillonnes, pointilleuses et mal adaptées. Je rappelle toujours ce chiffre parce qu'il est méconnu des Français. Nous versons 20 milliards d'euros à l'Union européenne chaque année
elle ne nous en rend que 13 sur 20 milliards, dont 10 en l'occurrence pour la PAC. Et ceci ne va pas durer, puisque l'on sait très bien que dès 2013, ce sont évidemment les pays nouvellement entrés qui seront les bénéficiaires principaux de la PAC, et que les sommes versées notamment à l'agriculture française vont baisser dans des proportions extrêmement importantes. Je disais tout à l'heure, et on en parlait juste avant de commencer ce point presse, que beaucoup d'agriculteurs se plaignent que le soutien à l'agriculture par l'intermédiaire de la PAC soit une machine à fabriquer les mégots. C'est vraiment la bureaucratie dans ce qu'elle a de plus incapacitant, l'injustice, les procédures sont tatillonnes, sont pointilleuses, les contrôles sont de plus en plus fréquents, sont de plus en plus sévères, dans le cadre d'une volonté pas encore clairement exprimée, mais qui transparaît évidemment, de pousser à une concentration des exploitations, à une disparition dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, des indépendants, parce qu'effectivement, pour la bureaucratie européenne, il est beaucoup plus facile de discuter, de négocier, de contrôler des grandes exploitations que des petites. Alors, quand on aura eu la peau des petites exploitations, eh bien, les bureaucrates européens auront encore moins de travail qu'ils n'en ont aujourd'hui, et tout ça marchera comme sur des roulettes, en tout cas dans leur esprit. Bon. Donc je pense que pour anticiper le grand démantèlement de la PAC en 2013, il faut abandonner la PAC et il faut mettre en place ce que j'ai appelé la PAF, la politique agricole française. Cette politique agricole française, elle sera fondée non plus sur 10 milliards, mais sur 15 milliards, puisque en cessant de verser plus que ce que nous touchons, eh bien, nous pourrons augmenter de 50% l'aide, mais qui sera évidemment une aide directe à l'agriculture française. Je tiens que les dirigeants français, pour un peu qu'ils ne soient plus ni Sarkozy, ni Hollande ou Aubry, sont plus à même, dans le cadre de discussions avec les agriculteurs, de déterminer les besoins qui sont les leurs, que les technocrates bruxellois qui ont de leur vie probablement jamais vu une vache ou un hectare. Bon. Je pense que cette création de la politique agricole française permettra de limiter considérablement la paperasserie, hein, qui évidemment est en soi une, comment dire, un viol de la concurrence, une distorsion de concurrence. Il est évident que dans une grande exploitation, réserver 2 emplois à ceux qui font de la paperasse, c'est somme toute un effort minime. Mais pour une petite exploitation, réserver entre 30 à 50% de son temps à remplir des papiers, à répondre à la bureaucratie, c'est évidemment une distorsion extraordinaire de compétences, de concurrence, que l'on retrouve d'ailleurs pour les industries. Parce que ce soit pour l'agriculture ou pour les industries, les problématiques sont très souvent extrêmement semblables et souvent extrêmement parallèles. Bon. Je pense que la répartition des aides sera par définition plus juste, plus on est proche et plus on a une vision juste de la situation. Ceci permettra d'ailleurs le respect de critères environnementaux qui sont chers, je le sais, aussi au cœur des agriculteurs, parce que je m'élève régulièrement contre l'image qui est donnée des agriculteurs, qui seraient des pollueurs en série, qui n'auraient comme seul objectif dans la journée que d'essayer de contourner les règles. Je ne le crois pas. Je pense que les agriculteurs sont les premiers respectueux, évidemment, de la nature, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est leur outil de travail. Et que s'ils l'abîment, s'ils l'affaiblissent, s'ils la ruinent, eh bien, ils se ruinent eux-mêmes. Bon. Je pense également que la PAF permettra réellement d'assurer les critères de sécurité alimentaire.
Nous en parlions tout à l'heure, l'Union européenne a imposé toute une série de normes de respect de la sécurité alimentaire. Nous en félicitons. Nous nous félicitons de voir que ces normes sont respectées. C'est vrai que c'est un gage de qualité de l'agriculture française, mais encore faudrait-il que tout le monde soit soumis au même respect des règles. Parce que l'on s'aperçoit que ces règles qui sont imposées de manière très stricte, très brutale parfois, et qui nécessitent des investissements souvent très lourds sur le plan financier, eh bien, ne sont pas imposées à toute une série de pays par lesquels transitent des produits alimentaires qui, sans aucun respect des règles, bénéficient du tampon Union européenne, alors qu'ils ne sont pas made in, mais qu'ils sont by. Je m'explique. L'Allemagne fait la même chose pour l'industrie, d'ailleurs. Les produits alimentaires transitent par un pays de l'Union européenne et ainsi se voient accorder le tampon Union européenne, alors qu'ils n'ont pas été soit élevés, soit cultivés dans les conditions de normes de sécurité exigées par l'Union européenne. Je crois enfin que la création de cette PAF a un critère d'utilité nationale. Voilà. Parce que n'oublions jamais qu'au-delà des problématiques purement économiques, l'agriculture, c'est bien autre chose que cela. C'est l'indépendance alimentaire de notre pays. C'est tout de même pas rien. On sait très bien que compte tenu de l'augmentation démographique très importante du monde, bon, eh bien les pays qui demain auront une indépendance alimentaire, évidemment, cela contribuera incontestablement à leur puissance. Lorsqu'on dépend des autres, eh bien on n'est pas tout à fait libre de son avenir. Et certains pays l'ont par ailleurs payé extrêmement cher. J'en profite pour faire une excursion, mais j'aimerais le rappeler tout de même, parce que j'avais eu un débat assez sévère avec M. Le Maire sur ce sujet, sur les 500 millions d'euros qui sont réclamés aux producteurs de fruits et légumes, sous prétexte qu'ils ont bénéficié d'aides de la part de l'État français et que ces aides sont interdites par l'Union européenne. Bon. Je trouve que ceci est un véritable scandale. Évidemment, dans le cadre de l'État stratège que je veux mettre en œuvre, l'État doit pouvoir intervenir au soutien de secteurs économiques qui lui apparaissent essentiels, et donc l'État doit pouvoir apporter des aides en situation de crise ou lorsque les marchés sont extrêmement tendus, notamment au secteur agricole, et Nicolas Sarkozy aurait dû renvoyer l'Union européenne à ses plaintes, voilà, et ne pas se soumettre à l'exigence de l'Union européenne qui a consisté à demander aux producteurs de fruits et légumes de rembourser les aides qui ont été perçues, les aides et les intérêts, parce que l'Union européenne, elle compte, elle, voilà, et elle a compté les intérêts, et ça a quasiment doublé la facture. Bon, c'est 600 millions d'euros au départ qui sont demandés. Il faut quand même savoir que si ces 500 millions d'euros sont effectivement remboursés par les producteurs de fruits et légumes à l'État français, eh bien, c'est la ruine de l'immense majorité des producteurs indépendants de fruits et légumes. D'autant qu'ils sont en crise en ce moment. Voilà. Je crois très honnêtement que la libre circulation totale des produits agricoles au sein de l'Union européenne est donc la première des distorsions de concurrence. Et c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui essentiel et peut-être même urgent de mettre en place le nouveau modèle économique que propose le Front National, fondé sur un protectionnisme intelligent à nos frontières et un patriotisme économique. Nous devons pouvoir user de nos frontières pour limiter, mettre en place des quotas d'importation en fonction de nos propres capacités de production dans le cadre d'une reconquête de notre marché intérieur. Et encore une fois, de la fin de la concurrence déloyale que subissent les agriculteurs, mais que subissent aussi les pêcheurs et les industriels. Des écluses douanières, des quotas d'importation, la Russie l'a fait pour les fruits et légumes, ils défendent leur secteur. Nous sommes les seuls, en quelque sorte, à ne jamais imaginer de pouvoir défendre
nos propres secteurs, ce qui est une absurdité. Protéger l'agriculture de la concurrence déloyale, ce problème est récurrent. De manière récurrente, l'on voit des plaintes qui émanent de la part d'agriculteurs français sur la concurrence déloyale dont ils sont victimes de la part de pays de l'Union européenne ou hors Union européenne. Bon. Parallèlement à ce protectionnisme intelligent, nous devons mettre en place un patriotisme économique. Et ça, c'est la grande loi Ashton français que je voudrais voir mettre en œuvre, qui a été mise en œuvre aux États-Unis, Buy American, c'était, au Brésil, Buy Brazilian, et qui donne évidemment un avantage aux productions françaises. Ça me paraît en même temps correspondre à l'intérêt de nos filières, en même temps correspondre à l'intérêt de nos consommateurs, puisque si l'on réduit les circuits si on en arrive au circuit court, évidemment les coûts seront moins importants que si on a des circuits longs, mais ça, je pense aussi, a un intérêt écologique. Parce qu'après tout, produire au plus près et retraiter sur place m'apparaît être la première logique en matière de respect de l'environnement. On ne me fera pas gober que manger du cochon qui a fait 50 000 km en avion peut correspondre à un critère environnemental. Bon, je sais que ça gêne beaucoup les Verts et les socialistes parce qu'ils sont en ce domaine complètement en contradiction avec leur amour immodéré de l'ultralibéralisme et de la libre circulation, mais il n'en demeure pas moins que cette incohérence, il va falloir qu'ils la règlent. Nous, dans ce domaine, nous sommes en l'occurrence parfaitement cohérents. Le troisième axe de notre programme, en matière de protection des filières agricoles, c'est évidemment la lutte que j'estime nécessaire et que je veux sévère à l'égard de la grande distribution. Je pense que l'idée selon laquelle la grande distribution a contribué à l'augmentation du pouvoir d'achat est probablement une des plus vastes escroqueries du siècle. Bon. La grande distribution on l'a laissé se constituer dans le cadre d'une hyperconcentration des centrales d'achat, et ce problème-là n'a jamais été traité par les politiques. Oh, de temps en temps, on dit « Ah oui, ça pose un problème ». Alors, il y a eu les producteurs de lait, il y a les agriculteurs, on dit « Ah oui, c'est problématique ». Mais jamais personne ne s'y attaque, et je crois, très honnêtement, que personne ne s'y attaque parce qu'il y a de vieilles relations entre la grande distribution et les partis politiques depuis de nombreuses années, qui fait que les partis politiques ne se sentent pas d'aller demander des comptes, en l'occurrence à la grande distribution. Je pense que la grande distribution, telle qu'elle est, on ne peut même pas dire organisée, telle qu'on l'a laissée s'organiser, hein, y compris avec la dernière loi PLM, qu'on a appelée la loi Michel-Édouard Leclerc, hein, non, MLE, pardon, qu'on a appelé Michel-Édouard Leclerc, c'est tout au long de la chaîne qu'elle pose des difficultés. Elle pose des difficultés aux producteurs et aux PME, et elle pose des difficultés aux consommateurs. On voit bien que le rapport CEPREMAT, qui a été rédigé en 2008 hein, par deux économistes, M. Askenazi et Weinfeld, sur les soldes de la loi Raffarin, sont extrêmement clairs. La grande distribution, aujourd'hui, étrangle les petits producteurs. Elle a un tel pouvoir qu'elle leur impose des prix qui ne permettent plus aux producteurs de faire la marge nécessaire à leur survie. Parallèlement, les marges de la grande distribution ont explosé dans des proportions qui sont incroyables dans les 15 dernières années. Ceci a eu pour conséquence la disparition programmée de petits producteurs, en général d'ailleurs rachetés par la grande distribution, qui s'empressent de continuer à fabriquer le même produit, mais avec leur propre marque. Ceci n'a pas profité aux consommateurs, puisqu'en situation de quasi-monopole, la grande distribution tient les consommateurs dans sa main. Elle a coûté 2 millions d'emplois dans le commerce, la grande distribution. Et de fait, sa situation de quasi-monopole, aujourd'hui, a supprimé toute concurrence.
On l'a vu, on vient de Rungis, on l'a vu avec les bouchers. Les bouchers ne cessent de disparaître, entraînant avec eux d'ailleurs le lien social au passage dans les villes, simplement parce que la puissance des centrales d'achat de la grande distribution leur permet de casser les prix et donc de faire disparaître des commerçants qui pourraient être évidemment des concurrents. Et puis le jour où il n'y a plus de concurrents, eh bien on fixe les prix. Et c'est plus les mêmes, bien sûr. Voilà. Et on peut les fixer comme on veut, puisqu'il n'y a plus de concurrence. Voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Alors, il faut agir, je le crois, directement au niveau du lien d'exclusivité qui existe entre les centrales d'achat et les réseaux de distribution. Je pense qu'il y aura une réflexion à mener pour les produits frais, qui sont un élément qui sont spécifiques. Je pense qu'il faut interdire aux grandes centrales d'achat de distribuer plus de tant de pourcents d'un produit sur le marché, de détenir plus de tant de pourcents d'un produit sur le marché national pour recréer non seulement les conditions de la concurrence, mais de fait les conditions aussi de la diversité de l'offre, les conditions pour favoriser l'innovation et pour réintroduire une concurrence loyale sur les prix afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Recréer un tissu commercial indépendant, faire échec donc à la désertification et surtout protéger les producteurs agricoles et industriels de toute une série de techniques qui sont aujourd'hui très bien détectées et qui sont une véritable honte, je pense, aux marges avant, marges arrière, etc., etc. Étant entendu que le panier des essentiels, qui je crois avait été présenté par M. Lefebvre, est apparu pour ce qu'il était, c'est-à-dire un véritable gadget électoraliste. Alors oui, on a le droit de demander des comptes. Je vous signale quand même, pour information, qu'en Chine, la grande distribution a été quasiment bloquée. Les Chinois ayant très vite compris qu'ils avaient plus intérêt à faire vivre un petit commerce et des commerces indépendants qui créent des emplois que de la grande distribution qui en supprime, de surcroît en faisant travailler les gens d'ailleurs dans des conditions qui sont éminemment critiquables sur le plan social. Pour cela, il va falloir s'appuyer aussi sur l'autorité de la concurrence, dont on va renforcer les pouvoirs, et une action réglementaire et législative d'un État que je nommerai à nouveau un État stratège. Au passage, il faudra aussi s'intéresser aux conflits d'intérêts et aux pratiques de corruption qui ont eu lieu pendant de trop nombreuses années dans ce domaine. Je vais vous dire aussi un petit mot tout de même, parce que ça vous touche, vous qui faites de l'alimentaire, sur la suppression par l'Union européenne des 480 milliards, en tout cas l'abaissement très important des 480 milliards du programme d'aide alimentaire qui va passer à 113,5 milliards. Voilà une Union européenne qui ne sait plus comment dépenser l'argent, mais qui s'attache à réduire de manière drastique l'aide alimentaire aux plus faibles. Bon. Ça fait 25 ans que ça existe dans notre pays. Je pense que si l'État français n'est pas capable de faire céder l'Union européenne dans ce domaine, eh bien, il faut que nous prenions nos responsabilités et que nous réclamions que les sommes destinées à la France dans le cadre du programme européen d'aide aux plus démunis, soit 73 milliards d'euros, soient déduites de la contribution de la France au budget de l'Union européenne et versées par le programme national d'aide alimentaire qui devra en prendre le relais. Voilà un petit peu les grands axes qui sont les constats et les solutions esquissées du projet présidentiel en matière de défense de l'agriculture, étant entendu, et je voudrais justement que vous m'entendiez, que nous ne considérons pas, encore une fois, l'agriculture sous le seul axe de son intérêt économique et même sous le seul axe de l'indépendance de notre nation. L'agriculture, c'est bien plus que cela. C'est aussi la sécurisation de notre territoire. Parce que il n'y a, somme toute, dans des millions de kilomètres carrés que les agriculteurs et les chasseurs qui vont encore.
Il y a des hectares, des centaines, des milliers d'hectares qui ne sont jamais foulés par personne d'autre que les agriculteurs et, en l'occurrence, les chasseurs. Il faut voir également que l'agriculture a un rôle essentiel dans le maintien du patrimoine de la France. Que deviendrait la France s'il n'y avait plus d'agriculteurs? Que deviendraient ces centaines de milliers d'hectares livrés aux herbes folles, aux broussailles? Oui, mais souvent, les Français ne pensent pas à cet aspect-là. Je veux dire, les agriculteurs ont un rôle essentiel dans l'organisation, le maintien de nos territoires. Bon. Et donc leur disparition ou leur affaiblissement n'est même pas envisageable. Donc ça fait de nombreuses années que le Front National a prévenu les agriculteurs de ce qui allait précisément se passer. Je pense qu'aujourd'hui, au bénéfice de cette mondialisation débridée, de cet ultralibéralisme, de cette libre circulation érigée en dogme, au bénéfice aussi peut-être de la crise financière et économique, beaucoup d'agriculteurs ont ouvert les yeux, ont admis que les promesses de Nicolas Sarkozy n'avaient pas non plus été tenues à leur égard, pas plus qu'elles ne l'ont été à l'égard de tous ceux à qui il a multiplié les promesses en 2007. Et moi, je vous le dis très clairement, on ne protégera pas l'agriculture française si on ne passe pas par un protectionnisme raisonné et par un patriotisme économique. Voilà. Il n'y a pas 50 solutions. Ce qui explique aux agriculteurs qui vont pouvoir être compétitifs avec les agriculteurs brésiliens, avec les agriculteurs indiens, ou je ne sais quel autre pays qui ne respecte aucune norme de sécurité, qui n'ont aucune normes sociales, qui n'ont aucun salaire minimum, qui n'ont aucun temps de travail imposé et qui ne respectent pas les critères environnementaux, que celui-là monte et dise cela aux agriculteurs. Mais personne n'aura le courage de le dire. C'est qu'il est impossible, évidemment, d'être compétitif, pas plus en matière d'agriculture qu'en matière industrielle. Donc la protection de notre savoir-faire, de la qualité extraordinaire des produits de l'agriculture française, de la sécurité que l'on offre aux consommateurs, doit avoir une contrepartie, et la contrepartie, c'est le patriotisme économique dont l'État stratège se verra le fer de lance. Voilà, si vous avez des questions.